Bonjour et bienvenue dans cette présentation qui durera 1 heure et pendant laquelle nous parlerons d'études de cas cliniques dans le cabinet naturopathique. Ceci est une présentation pour le Collège des médecines douces du Québec. Et cette vidéo est surtout faite pour complémenter le cours 9 de 4 et notamment pour donner quelques exemples pour le cas clinique en nutrithérapie. Nous parlerons d'abord des bonnes questions à poser aux patients pendant l'interrogatoire. Et ensuite, nous discuterons de 3 cas cliniques différents. Bien sûr, la première consultation pour chaque cas clinique, suivie d'une consultation de suivi et d'un sommaire. Nous commençons par parler des bonnes questions à poser aux patients. En effet, l'interrogatoire est vraiment essentiel pour comprendre d'où viennent les symptômes du patient et donc quel est le meilleur type d'intervention qui les aidera le plus rapidement possible. Les patients sont habitués à avoir des visites médicales très courtes. En effet, un généraliste moyen ou même un spécialiste va passer entre 5 et 15 minutes avec son patient. Donc les patients ont été vraiment conditionnés à ne venir que pour parler de leurs symptômes principaux et de façon la plus synthétique possible. C'est pour ça qu'il est important d'expliquer dès le début de la consultation que la visite naturopathique est en effet très différente. Nous essayons vraiment de regarder tous les aspects de l'individu et pas uniquement les symptômes principaux. On veut en savoir plus sur son mode de vie, son alimentation, ses niveaux de stress, son historique médical, et on espère même avoir un petit aperçu de l'état émotionnel de la personne. Donc il est important de dire à notre patient que la première consultation durera à peu près 1 heure et qu'il se verra poser beaucoup de questions. Donc ça, c'est pour qu'il se sente à l'aise et qu'il comprenne que la visite est très différente de sa visite médicale habituelle et qu'il peut s'ouvrir à nous un petit peu plus. Si on est un praticien qui fait beaucoup d'homéopathie, par exemple, il est bon aussi de leur expliquer que tous les aspects émotifs sont aussi importants dans le choix du remède homéopathique. Donc tout ça, c'est pour mettre le patient à l'aise et pour qu'il comprenne bien que il n'est pas dans une visite médicale normale comme il a peut-être eu l'habitude d'avoir jusqu'à présent. Au fur et à mesure de l'interrogatoire avec le patient, on va comprendre mieux d'où vient le problème. Donc par exemple, au début, la personne va nous dire qu'elle a des boutons d'acné, par exemple. Donc nous, le naturopathe, quand on entend ça, on pense qu'il y a plusieurs causes à cette acné. Est-ce que c'est un problème d'équilibre hormonal en général? Et pour définir ça, il faudra d'abord que j'en sache plus, par exemple, sur la régularité des règles si c'est une femme. Il faudrait que j'en sache un petit peu plus sur l'historique gynécologique s'il y en a un. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes hormonaux? Est-ce qu'il y a un historique de symptômes hormonaux ou un historique familial même de problèmes hormonaux? Est-ce que la personne prend des médicaments à base d'hormones? Ou alors, quand la personne me dit qu'elle a de l'acné, je vais peut-être plutôt penser, tiens, c'est un problème de nutrition. Surtout si c'est un adolescent, on va plutôt penser que la personne a trop d'alcool ou de sucreries ou de féculents dans son alimentation. Et donc, je vais poser des questions par rapport à tout ça. Ou au contraire, pour certaines personnes, l'acné est uniquement un résultat du stress. Et dans ces cas-là, je vais plutôt poser des questions sur leur stress professionnel ou à la maison, sur leur historique de stress, sur leurs habitudes par rapport à la relaxation. Peut-être qu'ils prennent des médicaments anxiolytiques ou des antidépresseurs. Donc pour chaque symptôme, alors qu'en médecine classique, si on peut dire, quand une personne a de l'acné, en fait, il n'y a que 2 ou 3 médicaments qu'on va leur donner pour supprimer ce problème. En naturopathie, on essaie de voir vraiment d'où vient la racine et habituellement, chaque mal a une grosse racine principale et éventuellement une ou deux autres petites racines plus secondaires. Mais le but de l'interrogatoire lors de la première consultation en particulier, c'est vraiment d'essayer d'identifier quelle est la racine principale qui déterminera donc l'intervention naturopathique la plus utile. Bien que je puisse avoir quelques idées sur la racine du problème que le patient va me présenter, je ne veux quand même pas faire un interrogatoire complètement biaisé, surtout si c'est un interrogatoire plutôt naturopathique. Donc j'essaie de poser quand même des questions ouvertes un maximum, mais il y a certains points essentiels qu'il faudra poser à tous ces patients.
Donc en fait, pendant l'interrogatoire, au fur et à mesure que le patient répond à nos questions, c'est comme si chaque réponse était une pièce du puzzle, comme on peut voir sur cette diapositive. Donc quand il nous répond par rapport à son alimentation ou son historique médical ou ses niveaux de stress, ce sont de nouvelles pièces du puzzle qui s'emboîtent les unes aux autres pour former une image clinique qui nous donne une meilleure idée de la racine et de l'intervention. Donc l'interrogatoire doit se faire vraiment de façon très méticuleuse, il ne faut rien oublier et il faut mettre son patient à l'aise. En même temps, au fur et à mesure que les réponses viennent du patient, il faut commencer nous-mêmes dans notre tête à analyser le problème parce que dès la fin de la première consultation, il faudra déjà donner quelques recommandations. Évidemment, il faut parfois faire un peu de recherche, un peu de lecture, ou parfois on n'a pas le temps de rassembler toutes les informations, mais il faut quand même avoir une ébauche d'une stratégie pour commencer à leur donner des devoirs ou un traitement dès la fin de la première consultation. Donc bien évidemment, l'interrogatoire du patient détermine le choix des interventions. Donc ici, j'ai essayé de vous mettre quelques profils de personnes différentes pour bien comprendre que pendant l'interrogatoire, on va un peu mieux comprendre son patient. Alors, est-ce que comme la personne ici, en bas à droite, c'est plutôt une mère au foyer qui est désorganisée, qui a trop de choses à faire pour s'occuper de la maison et de ses enfants, et donc peut-être pour cette personne, ça pourrait être difficile de suivre un protocole compliqué avec beaucoup de suppléments alimentaires ou des restrictions alimentaires trop difficiles. Est-ce qu'au contraire, comme au milieu, c'est une professionnelle qui est surmenée, qui ne dort pas assez, qui est fatiguée, qui a des voyages à faire, auquel cas il faudra un choix de certains suppléments pour la booster un peu? Ou est-ce que par exemple, c'est comme ce monsieur ici à gauche qui nous paraît plutôt un laborantin hyper discipliné et méticuleux, auquel cas ça lui ira très bien d'avoir un emploi du temps strict avec quand manger quoi, quand prendre telle ou telle plante médicinale ou supplément. Donc, il n'y a pas uniquement les réponses aux questions qui comptent, mais aussi le feeling qu'on a du patient pour voir quel genre d'intervention seront-ils le plus amènes à faire. Parce qu'en médecine naturopathique, comme vous savez, ce n'est pas uniquement de prendre tel comprimé 2 fois par jour, mais on veut que la personne coopère et participe entièrement dans sa guérison. C'est-à-dire, on veut qu'ils trouvent les devoirs qu'on leur donne à faire faisables et intéressants. Ils auront des changements diététiques à faire, ils auront peut-être à se questionner à un niveau mental ou émotif. Ils auront peut-être à faire des exercices de respiration ou peut-être aller à un cours de yoga. Donc il faut vraiment essayer de déterminer ce qui pourra leur convenir au mieux pour que bien sûr ils puissent suivre la stratégie du traitement jusqu'au bout et donc avoir de bons résultats. Donc l'interrogatoire, ce n'est pas uniquement poser des questions, les bonnes questions et avoir les réponses, mais comprendre un petit peu mieux son patient, se mettre à la place du patient pour ensuite avoir un bon menu d'intervention qui leur convient. Bien sûr, au fur et à mesure des années, on apprend aussi à se connaître en tant qu'individu et praticien de la santé, et on va commencer à savoir qu'avec certains profils de patients, ça ne marche juste pas très bien, et dans ces cas-là, il peut aussi être utile de proposer aux patients d'aller travailler avec un ou une de nos collègues avec qui on pense que ça se passera mieux ou que l'intervention sera plus utile au type de personnalité et de style de vie qu'ils peuvent avoir. Il y a aussi des gens, hélas, j'ai remarqué avec les années, qui sont juste pas des bons candidats pour la médecine naturopathique, car finalement, ils n'ont envie ni de changer leurs habitudes alimentaires, ni leur niveau de stress, ils ne veulent pas toucher à ce qu'ils prennent, parfois ils font pas confiance de toute façon à tout ce qui est naturel et ne viennent que par pure curiosité, mais finalement se sentent plus à l'aise avec des médicaments sur ordonnance. Et donc finalement, ces gens-là, oui, bien sûr, on peut essayer de faire tout l'aspect éducatif pendant la consultation, mais il y a quand même un certain profil de personnes qui finalement se retrouvent bien mieux avec un médecin de médecine conventionnelle. Et il est important de reconnaître ça parce que forcément, on aura de bien meilleurs résultats avec des patients avec qui on a un bon feeling et on voit qu'on peut vraiment travailler. Donc, l'interrogatoire, c'est les questions et un peu plus sur le profil du patient en général, le feeling qu'on peut avoir. Pour avoir des bonnes réponses qui nous guident, il faut bien sûr poser les bonnes questions. Alors voici ici un sommaire de ce qui va se passer donc pendant la consultation.
Bien sûr, on explique au patient que la visite durera à peu près 1 heure et qu'on va en savoir plus sur le symptôme principal. Donc la personne va s'ouvrir à nous sur son symptôme principal. Donc continue avec notre exemple de l'acné. La personne nous dit qu'elle a de l'acné. Donc forcément, il est bon de savoir son âge, bien sûr, puisque l'acné chez les adolescents peut être finalement assez banal. Par contre, une personne qui a de l'acné, qui a passé 25 ans, ça nous met déjà un petit peu plus la puce à l'oreille. Mais ensuite, on ne veut pas uniquement savoir qu'ils ont de l'acné, mais on veut savoir depuis quand, comment sont les pustules, est-ce que ce sont de gros kystes ou plutôt plein de petits pustules, est-ce que ça gratte, est-ce qu'il y a un inconfort, est-ce qu'on remarque que l'acné va venir plutôt avant les règles par exemple, ou peut-être que la personne a remarqué que l'acné, ça arrive quand ils ont mangé des laitages par exemple. Euh, Est-ce que l'acné est uniquement sur le visage ou ailleurs sur le corps? Parce que certaines personnes qui ont tendance à l'acné vont aussi avoir parfois des furoncles, notamment au niveau des jambes ou dans le dos par exemple. Donc on va vraiment savoir plus, en savoir le maximum sur le symptôme principal. Une fois qu'on a l'impression d'avoir plus ou moins fait le tour du symptôme principal, on veut maintenant savoir, y a-t-il des symptômes secondaires, donc qui sont peut-être associés au symptôme principal. Par exemple, la personne peut nous dire, à chaque fois qu'elle mange des laitages, elle a remarqué qu'elle a 1 ou 2 jours où elle se sent ballonnée ou peut-être une sensation d'indigestion, et voici que quelques jours plus tard, des pustules apparaissent. Ou par exemple, ils vont nous dire, j'ai remarqué cette année qu'à chaque fois que j'ai une grosse période de stress au travail, je me sens stressée, j'ai des brûlures d'estomac, j'ai mal à la tête et souvent l'acné va aussi apparaître à ce moment-là. Donc tout ce qui peut être associé au symptôme principal est considéré un symptôme secondaire, mais il peut y avoir aussi tout simplement des symptômes qui a priori ont l'air d'avoir rien à voir avec l'acné, mais dont on veut quand même connaître la nature parce que ça nous donne encore une autre pièce du puzzle pour voir ce qu'il faut corriger dans l'alimentation par rapport à l'homéopathie, au niveau de stress ou au niveau de supplément alimentaire que cette personne peut prendre. Donc, encore une fois, le patient a peut-être été conditionné pour venir chez son généraliste ou son dermatologue et ne parler que de l'acné, mais il faut bien les mettre à l'aise pour que d'un coup ils s'ouvrent à nous, par exemple, par rapport à leurs problèmes digestifs, qui bien sûr peuvent être complètement liés à un problème d'acné, même si le patient ne perçoit pas du tout ça. Donc souvent après, quand ils ont fait le tour du symptôme principal, je vais leur demander, et parfois j'ai déjà ça même sur mon formulaire quand ils viennent pour leur première consultation, y a-t-il d'autres symptômes qui vous incommodent et que vous aimeriez vous débarrasser? Donc là par exemple, ils vont écrire brûlure d'estomac, indigestion, ballonnement. Si je vois ça, plus un problème d'acné, forcément je sais qu'il va falloir adresser les problèmes digestifs pour ensuite s'occuper de l'acné. Donc il est toujours intéressant de savoir s'ils ont d'autres symptômes qui les dérangent. Et parfois, quand on pose cette question, au début, le patient va dire non, il est là uniquement pour son acné. Mais en fait, la question va le titiller un petit peu plus. Et là, il va s'apercevoir qu'en fait, il a aussi des maux de tête. Il a aussi des crampes musculaires. Peut-être qu'il a aussi de l'urticaire. Enfin, d'autres symptômes vont d'habitude venir, en tout cas chez les adultes. Chez nos patients pédiatriques, chez les enfants, la première visite peut parfois être plus courte parce que heureusement, souvent, ils ont leur symptôme principal, peut-être encore un problème et c'est à peu près tout. Chez les adultes, habituellement, on a vraiment une pléthore de petits symptômes en plus du symptôme principal. Donc une fois qu'on en sait un petit peu plus sur les symptômes, on veut bien sûr savoir s'ils ont déjà fait certaines analyses par rapport à ce problème ou même s'ils ont fait une analyse de routine, par exemple dans le cadre de leur travail. Et dans ces cas-là, ce serait bien de voir ces résultats. Encore une fois, ce qu'on voit sur les résultats d'analyse, c'est une autre pièce du puzzle. Donc par exemple, si je vois que la personne a de l'acné, si je vois qu'elle est en surpoids et sur ses analyses médicales, je vois que la glycémie et le cholestérol ne sont pas fantastiques, alors je sais que c'est peut-être un problème d'ovaire polykystique si c'est une femme, disons. Ou que par exemple, il va falloir régler la glycémie pour que l'acné s'améliore. Donc des résultats d'analyse, c'est toujours une bonne idée. Et surtout parce que ça nous permet d'éliminer n'importe quel problème qui serait hors de la portée du praticien naturopathique. Donc forcément, si disons la personne me dit qu'elle a des ballonnements, que les selles sont douloureuses ou qu'ils ont peut-être des diarrhées très fréquemment, et que je vois qu'il y a certaines analyses médicales qui ont déjà été faites, et que je vois que leur taux d'inflammation intestinaux, c'est-à-dire les niveaux fécaux de calprotectine, sont très élevés,
là, je vais quand même les envoyer chez un gastro-entérologue ou de nouveau chez leur généraliste. Parce que certains symptômes vraiment aigus ont vraiment besoin de médicaments, en tout cas dans l'immédiat, avant qu'on fasse de la prévention. Donc s'ils ont certains résultats d'analyse déjà en main, c'est toujours bien. Sinon, on peut toujours leur demander d'en faire, bien sûr. Donc là, avec les 3 premiers points, on a déjà une bonne idée de ce qui se passe. Mais maintenant, il va falloir mettre les symptômes en contexte avant de passer aux derniers détails pour finir la consultation. Donc, qu'est-ce que la mise en contexte des symptômes? C'est en gros, maintenant qu'on a tout compris sur le symptôme, on va reculer d'un pas pour avoir une meilleure idée de la perspective, c'est-à-dire le mode de vie, l'alimentation, les niveaux de stress, le sommeil. Donc, dans quoi s'inscrit ce symptôme? Encore une fois, si la personne a de l'acné et on se rend compte qu'ils dorment très mal, ils sont très fatigués, ils voyagent beaucoup et ont des mauvaises habitudes alimentaires, ça va être très différent d'une femme qui est par exemple en surpoids, qui a des problèmes de règles et qui a un certain type d'alimentation mais qui n'est pas particulièrement stressée et qui dort bien. Donc encore une fois, ce sont les questions sur le contexte qui nous permettent de définir un peu mieux à quel genre de patient on a actuellement affaire. Donc, quelles sont les questions sur le contexte? C'est d'abord, quels sont leurs niveaux d'énergie en général? Est-ce que ce sont plutôt des fatigués ou des toniques? Est-ce qu'ils dorment bien? Qu'est-ce qu'ils mangent? Et est-ce qu'ils sont stressés? Donc ça, c'est vraiment les 4 questions de base sur le contexte. Et pour chacun de ces points, dans chacun de ces 4 points, on a encore 10 questions qui peuvent venir pour avoir vraiment une bonne idée du contexte. Donc, quand on va en savoir plus sur leur niveau d'énergie, en gros, nous leur posons 3 questions principales. Comment ils se sentent au réveil? Donc la première photo ici à gauche. En gros, une personne en bonne santé peut prendre 5 à 10 minutes avant de se sentir un peu plus énergique, mais normalement, dans le premier quart d'heure à demi-heure, quand la personne se réveille, devrait se sentir plutôt bien. Si elle vous dit qu'elle est vraiment très fatiguée et que toute la matinée, ça leur prend 2-3 heures avant d'être complètement réveillée, on sait qu'il y a un problème. La photo du milieu, c'est est-ce que la personne a un besoin irrépressible de faire la sieste, notamment au début d'après-midi. Donc certaines personnes, c'est assez normal, peuvent avoir un petit moment de flottement qui peut durer 20 à 30 minutes. Mais si la personne vous dit qu'au travail, elle peut à peine garder les yeux ouverts et a absolument besoin de son expresso du début d'après-midi, c'est aussi une pièce de puzzle. Et enfin, ici la 3e photo à droite, il faut leur demander leur relation à la caféine. Parce que des fois, on a des gens qui vont nous dire que le matin, ils se sentent super bien, mais on se rend compte qu'ils se sentent bien parce qu'ils boivent 2 cafés bien forts le matin et voire d'autres cafés plus tard dans la journée. Ou d'autres carburent un peu plus à la caféine du chocolat, ou certaines personnes boivent du thé noir ou du thé vert toute la journée. Donc on leur demande si vous ne buvez pas votre café, votre thé, si vous ne mangez pas votre chocolat ou votre chocolat chaud, comment sont vos vrais niveaux d'énergie. Donc encore une fois, plus la caféine est une béquille nécessaire, plus on sait que les niveaux d'énergie sont problématiques. Ce qui s'enchaîne naturellement avec la question des niveaux d'énergie, c'est bien sûr la question du sommeil. Encore une fois, il y a quelques questions vitales à poser. Numéro 1, la photo à gauche. Est-ce qu'ils s'endorment facilement? Est-ce qu'ils dorment toute la nuit ou est-ce qu'ils vont être réveillés en pleine nuit avec des insomnies? S'ils sont réveillés en pleine nuit, qu'est-ce qui les réveille? Est-ce que c'est des pensées qui les stressent? Est-ce que c'est des crampes musculaires? Est-ce que c'est des bouffées de chaleur? Donc on veut vraiment savoir plus sur leur état quand ils se réveillent dans la nuit. Après, la photo du milieu, c'est des fois des personnes dorment, et elles ont l'impression de dormir toute la nuit, mais elles vont nous dire qu'elles ont des rêves et des cauchemars. Et donc, du coup, quand ils se réveillent le matin, ils ont l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Ou alors, ils dorment et ils nous disent, j'ai l'impression que mon sommeil était très léger toute la nuit, que j'ai pas vraiment dormi, que j'étais entre l'endormissement et l'éveil. Ça nous montre souvent une carence en différents minéraux, souvent en magnésium. C'est extrêmement commun. Et bien sûr, la question très importante ici à droite, c'est ont-ils besoin de médicaments pour dormir ou en ont-ils déjà pris dans un passé relativement récent, que ce soit des produits sur ordonnance ou des produits à base de plantes? Parce que bien sûr, tout ça, ça nous en dit long sur leur historique de sommeil, de stress, etc. Ensuite, dans toute consultation naturopathique, il faut toujours parler de l'alimentation, c'est bien sûr absolument vital. Donc encore une fois, quand on leur demande ce qu'on mange, il y a des questions assez détaillées à poser. La première, donc la photo de gauche,
sur une journée type, qu'est-ce qu'ils mangent exactement. Donc on veut vraiment qu'ils nous disent ce qu'ils mangent au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, est-ce qu'ils ont des encas dans la journée, qu'est-ce qu'ils boivent, et aussi surtout s'ils essayent de nous impressionner avec une alimentation qui nous paraît peut-être un peu suspicieusement trop adéquate, il est toujours bon de demander depuis combien de temps ils ont ces bonnes habitudes. Parfois, comme ils pensaient déjà depuis quelque temps de venir voir un naturopathe, ils vont avoir commencé le lundi à manger extrêmement sainement et ils nous voient le mercredi. Donc en fait, ça fait que 2 jours qu'ils ont une alimentation saine, mais justement avant ça, c'était beaucoup moins bien. Euh, Souvent, quand on voit les symptômes qui les amènent et leur historique, si on a l'impression que ça ne s'associe pas du tout avec le descriptif de leur diététique, on peut toujours poser plus de questions. La photo du centre, est-ce qu'il y a des aliments qu'ils évitent déjà? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont végétariens ou véganes? Est-ce qu'ils ont déjà remarqué que les laitages, c'est pas bon pour leur digestion et donc ils les évitent? Est-ce qu'ils savent que quand ils mangent des œufs, ils ont toujours de l'eczéma et donc ils l'évitent? Donc on veut en savoir plus sur les aliments qu'ils évitent parce que beaucoup de personnes qui ont tendance à venir voir un naturopathe se sont déjà posé beaucoup de questions par rapport à leur diététique, ont fait beaucoup de lectures sur Internet et donc peut-être qu'il y a déjà des aliments qu'ils évitent. Donc s'ils mangent déjà rien avec du gluten, ça ne pourra pas vraiment être une recommandation utile pour les aider avec leurs symptômes. Bien sûr, après, on a des gens qui sont plutôt avec des alimentations malsaines et eux, ils vont éviter les légumes en général. Donc il est vraiment bon de poser ces questions. Et bien sûr, la photo de droite, qu'en est-il par rapport à l'alcool, aux sucreries et aux stimulants? C'est toujours bien d'avoir une moyenne de combien d'alcool ils boivent par semaine, combien de café, combien de chocolat. Certaines personnes, ils vont nous dire qu'en semaine, ils ne boivent pas d'alcool et ils boivent le week-end. Donc là, on veut poser la question, oui, mais combien de verres d'alcool boivent-ils le week-end? Parce que notamment chez certains anglo-saxons, il y a une vraie culture de boire excessivement le week-end. Donc on n'est plus dans un verre de vin par jour. Donc toutes ces questions sont super utiles pour mieux comprendre d'où viennent les symptômes et bien sûr pour les conseiller sur leur diététique d'une façon qui sera réaliste et qui s'inscrira facilement dans leurs habitudes alimentaires. Donc une personne qui mange du McDonald's tous les jours, bien sûr, on ne va pas commencer à leur dire de faire tout extrêmement sainement, de la même façon qu'à une personne qui a peut-être déjà une certaine éducation par rapport à tout ça. Donc on veut toujours que nos conseils soient faisables pour la personne et c'est aussi pour ça qu'il faut leur demander quelles sont leurs habitudes actuelles pour pouvoir un peu se calquer là-dessus. Bien sûr, il faut poser certaines questions par rapport au stress. Alors, à gauche, la photo de gauche, moi je leur demande souvent de me donner une note sur 10. Si 10 sur 10 c'est très 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 stressant et 0 sur 10 c'est des super vacances sans aucun stress, où se situe-t-il? L'historique du stress, bien sûr, depuis combien de temps sont-ils aussi stressés? Et un petit peu plus aussi la photo du milieu sur le stress et le sommeil. Parce que parfois, ils vont nous dire qu'ils travaillent jusqu'à très tard le soir, ou que même s'ils se couchent tôt, ils ne peuvent pas s'endormir parce qu'ils ont des pensées par rapport au travail. Il y en a d'autres qui vont dire qu'ils vérifient leurs emails sur leur téléphone en pleine nuit. Enfin bon, quelles sont leurs habitudes de stress, de sommeil par rapport au travail? Et enfin, ça va être la photo complètement à droite. Est-ce que ce sont des personnes qui ont tendance à faire des siestes, à avoir des moments de relaxation, de méditation dans la journée? Donc, qu'est-ce qu'ils font pour gérer leur stress en général? Donc, une fois qu'on a posé toutes ces questions par rapport aux 4 points de contexte, c'est-à-dire énergie, diététique, sommeil et stress, on va terminer la visite avec quelques détails importants. Bien sûr, est-ce qu'ils prennent des médicaments ou compléments alimentaires? Toujours bien demander par rapport à la pilule contraceptive et aux anxiolytiques ou antidépresseurs, parce que hélas, beaucoup de patients dans leur tête ne considèrent pas ça vraiment comme des médicaments. Donc, si on sent que c'est un stressé et quand on demande s'il prend des médicaments et dit non, on va essayer de creuser un petit peu pour voir s'ils ne prennent pas un Xanax de temps en temps, par exemple, pour le stress. Ou par exemple, si c'est une femme, il est assez aisé de demander est-ce qu'ils prennent ou est-ce qu'ils ont déjà pris la pilule contraceptive. On va bien sûr poser plus de questions sur l'historique médical, hospitalisation, chirurgie, accident ou autres problèmes de santé importants dans le passé. Et on peut aussi bien sûr poser quelques questions sur l'historique familial à ce moment-là, avant de passer à la révision des systèmes physiologiques. Pour moi, la révision des systèmes physiologiques, ça clôt plus ou moins la première consultation, dans le sens où ce seront
ma dernière batterie de questions avant qu'on passe à l'analyse et aux interventions que nous proposons. Donc, qu'est-ce que la révision des systèmes? En gros, on pense à tout le corps et on pose des questions importantes sur l'état de ces différentes parties du corps. Encore une fois, le but, c'est de finir de ramasser toutes les pièces de puzzle importantes. La révision des systèmes physiologiques n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. On peut faire ça assez rapidement et sur son formulaire avant le premier entretien, on peut bien sûr déjà avoir quelques cases à cocher. Comme ça, si jamais on sait qu'on a du mal à gérer son temps et à finir dans l'heure pour la consultation, on peut toujours regarder quelles cases ont été cochées et ne parler que de ces éléments-là. Donc ça dépend. On a des patients plus ou moins bavards, donc ça peut être un outil intéressant. Donc quand on commence par le haut, c'est-à-dire les cheveux et la tête, on pose des questions sur perte de cheveux, démangeaisons, maux de tête, problèmes de concentration et de mémoire. Sur le visage, on pense aux allergies, aux problèmes de dents, aux rhumes, aux grippes. Par rapport à la gorge, on pense plutôt aux angines, aux problèmes de thyroïde. Donc mentalement, je pense aux différentes parties du corps, du haut vers le bas, pour ne rien oublier. Une fois que je suis arrivée à la gorge, je me demande, bon, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a les poumons. Problème commun des poumons qu'on peut poser aux patients, ce serait est-ce qu'il y a des problèmes d'asthme, de bronchite? Au niveau du cœur, est-ce qu'il y a des problèmes de palpitation qui sont quand même relativement communs? Ensuite, on descend plus bas au niveau de l'abdomen. Donc ça, c'est tout ce qui a à voir avec la digestion, reflux acide, brûlure d'estomac, ballonnement. Toujours poser la question des selles. Est-ce que les selles sont quotidiennes et moulées? Si la réponse est non, on veut savoir quelle est la fréquence des selles. Est-ce que les selles sont dures, difficiles? Est-ce qu'au contraire, les selles sont molles, trop fréquentes, diarrhée? Donc ça, c'est une grosse indication de l'état de santé de la personne parce que notre état digestif a de grosses ramifications sur d'autres parties du corps. Ensuite, on pense aux reins, donc calculs rénaux, cystites ou autres infections urinaires. Au niveau de l'appareil génital et gynécologique, mycoses, règles, tumeurs, prostate pour les hommes, infections urinaires encore. Au niveau des muscles, c'est-à-dire jambes, bras, est-ce qu'il y a des maux de dos, des crampes musculaires, des douleurs musculaires, problèmes de genoux, ou si on a une personne qui a des problèmes de rhumatisme ou d'arthrite, on peut toujours élaborer un peu plus là-dessus. Et moi, je termine par les problèmes de peau, eczéma, acné urticaire, qui sont sûrement les plus communs. Et parfois, je leur demande encore si, quand ils se lèvent subitement, est-ce qu'ils se sentent un petit peu étourdis, ce qui peut être une autre petite piste par rapport à l'anémie ou des surrénales un petit peu fatiguées. Donc voilà la révision des systèmes physiologiques qui devrait prendre entre 5 et 15 minutes à peu près. A priori, quand on est rendu à ce stade de l'entretien, on a toutes les pièces du puzzle qu'il faut avoir. Bien sûr, c'est notre écoute attentive et les bonnes questions qui vont déterminer si on a rassemblé tous les bons morceaux du puzzle, oui ou non. Donc on ne veut pas poser les questions de façon mécanique et robotique, on est vraiment présent, on écoute le patient attentivement avec de l'empathie, on veut qu'il s'ouvre à nous, qu'il se sente bien, pour que toutes les bonnes pièces commencent à sortir. C'est-à-dire que si le patient se sent mal à l'aise, il aura plus tendance à dissimuler certains détails ou ne pas vraiment vouloir élaborer sur d'autres, ou peut-être ne pas nous parler de certaines associations qu'il aura déjà fait lui-même, par exemple entre leur acné et les laitages. Donc heureusement, on a pu écouter attentivement et poser les bonnes questions. Et donc, on a quand même une ébauche d'analyse qui se forme. Et à la fin de la première consultation, c'est-à-dire à la fin de la révision des systèmes physiologiques, on a normalement déjà plutôt une bonne idée de quelles sont les prochaines étapes qu'on va donc pouvoir expliquer aux patients et parler des interventions. Donc pour illustrer tout ça, nous avons maintenant 3 cas cliniques pour vous montrer les différents types de personnes, les différents types de problèmes et les bonnes questions à poser dans le cas du cabinet naturopathique. Alors, le premier cas, nous l'avons appelé Bernadette. Bien sûr, j'ai changé les noms. Mais Bernadette a 42 ans. Elle souffre depuis 2 ans de ce qu'elle décrit comme des petits malaises dans la journée. Donc déjà, la personne nous dit ça. On veut bien sûr élaborer quelle est la définition d'un malaise pour cette personne. Alors elle nous dit, le matin, elle se sent plutôt bien, mais en fin de matinée et surtout vers 15-16 heures, d'un seul coup, elle est prise de vertige. Elle a une sensation de chaleur qui vient très souvent avec des nausées. Et souvent, elle a cette sensation qu'elle va s'évanouir, c'est-à-dire que sa vision et son audition deviennent un peu brouillées et qu'elle se sent mieux une fois qu'elle est allongée. Et que tous ces symptômes
ont tendance à être pires si elle est en voiture ou si elle est dans des environnements chauds, c'est-à-dire qu'elle va préférer avoir un ventilateur ou de l'air conditionné sur elle et qu'elle préfère l'hiver à l'été en général. Donc voilà le symptôme principal. Donc on lui en demande un petit peu plus, est-ce qu'elle a des palpitations pendant le malaise? Non, ça a l'air d'aller. Est-ce qu'elle s'est déjà vraiment évanouie? Non, elle a failli s'évanouir à multiples reprises, mais elle ne s'est jamais évanouie. Donc une fois qu'on a posé ces questions, on va lui demander s'il y a d'autres symptômes qui la dérangent. Et là, Bernadette nous dit, oui, elle se sent aussi très ballonnée. Alors vous remarquez que chez un généraliste, peut-être déjà elle n'aurait pas parlé de ça, elle se serait bornée au problème des malaises. Mais maintenant, parce qu'on lui pose la question et qu'elle a la sensation que ça nous intéresse sincèrement, elle nous dit, oui, elle est très ballonnée, elle a beaucoup de flatulences et elle a l'impression que plus la journée avance, plus les ballonnements s'intensifient. C'est-à-dire qu'elle se réveille, nous dit-elle, avec un ventre relativement plat et que vraiment, en fin de journée, son ventre est distendu, un peu comme dans une grossesse, nous dit-elle, et que c'est très désagréable, avec une sensation de vouloir pouvoir se débarrasser de ces gaz sans y arriver. Donc à la suite de ces deux symptômes principaux, nous demandons à Bernadette, y a-t-il encore un autre symptôme? Parce que bien sûr, parfois il peut y en avoir plus que deux. Et là, elle nous dit que non, ça, ce sont ses problèmes principaux. Donc maintenant, nous passons aux questions de la mise en contexte. Alors, ces niveaux d'énergie, en gros, ça va, mais forcément, avec les malaises et les ballonnements de fin de journée, là, ça va plus du tout. Pourtant, elle dort plutôt bien, elle dort 8 bonnes heures, elle s'endort facilement, le sommeil n'est pas interrompu. Elle nous parle de ses habitudes alimentaires, donc nous lui demandons, comme à tous les patients, un descriptif assez détaillé de son petit déjeuner, déjeuner-dîner et de ses snacks. Donc c'est ça les majuscules que vous voyez là, les abréviations. Le matin, jus d'orange, et comme elle est d'origine asiatique, elle aime bien manger un plat de nouilles chinoises à la maison, avec sauce soja et pas beaucoup de légumes. Ensuite, à midi, elle va manger un gros bol de riz blanc, des légumes verts et du poulet sauté. On essaie de poser quelques questions sur les portions. Donc, si elle mange du riz blanc, c'est quoi la portion? Est-ce que c'est seulement une cuillère à soupe ou est-ce que c'est un petit bol, un gros bol? Et le jus d'orange, pareil, 2 ou 3 gorgées, un petit verre, un grand verre. Donc, nous posons ces questions aussi pendant l'interrogatoire. Dans l'après-midi, elle mange un snack. Elle va au Starbucks qui est juste en bas de son bureau pour manger un muffin au chocolat avec un grand café décaféiné. Et au dîner, c'est à la maison, c'est souvent une patate douce au four, un filet de poisson et des légumes verts. Dans les questions de mise en contexte, elle nous parle de ses niveaux de stress. En gros, elle n'a pas trop de stress, mais quand même ses malaises et le fait qu'elle se sent pas bien, ça la stresse beaucoup, 7 sur 10. Elle ne prend aucun médicament au supplément, sauf de l'oméprazole dans le passé, c'est-à-dire un médicament pour les brûlures d'estomac, qui fait qu'on a moins d'acide gastrique et donc on a plus tendance à avoir un problème de dysbiose, c'est-à-dire une poussée de bactéries non désirables au niveau de l'intestin, simplement parce qu'il y a moins d'acide gastrique pour tuer les mauvaises bactéries. Donc c'est quand même important qu'elle nous dise ça. Dans son historique médical, elle a déjà fait une anémie avec une carence en fer due à des règles très abondantes. C'était il y a 5 ans. Pendant la révision des systèmes, nous posons nos questions habituelles. Elle nous dit qu'elle perd des cheveux, qu'elle a beaucoup de palpitations le soir au coucher depuis quelques mois, qu'elle fait moins de sport qu'avant parce qu'elle se sent fatiguée. Le reflux acide ne reste qu'occasionnel, donc l'oméprazole, c'est pas très souvent, mais qu'elle a 2 petits myomes identifiés par son gynécologue, avec donc des règles très abondantes qui ont sûrement causé ces carences en fer dans le passé. Donc voilà, on a toutes les informations pour Bernadette et on a déjà commencé à analyser son cas pendant qu'on posait les questions. Alors, que ressort de l'analyse? Voilà ce qu'elle nous a dit. Donc c'est déjà bien, elle ne boit pas d'alcool. C'est aussi déjà bien parce qu'elle évite le gluten. Donc pour les personnes ballonnées, quand elles ont déjà commencé à faire un effort et ont un petit peu plus d'éducation par rapport au fait qu'on mange en général trop de gluten dans notre alimentation, donc ça, c'est plutôt des points positifs. Maintenant, pour analyser le reste de son alimentation, déjà, rien que comme ça, à vue de nez, sans faire du quantitatif, on se rend compte que elle a quand même déjà pas mal de sucre dans son alimentation, avec le verre de jus d'orange, avec le muffin, c'est pas terrible tout ça. Elle a pas mal de féculents, elle a un gros bol de riz blanc, elle a encore une patate douce ce soir. Donc chez une personne qui a tendance à faire des malaises, on peut tout de suite penser
que peut-être il y a une instabilité par rapport à sa glycémie. C'est-à-dire que peut-être sa consommation de féculents, surtout que ce sont surtout des féculents raffinés, on voit le muffin, on voit les nouilles chinoises, on voit le riz blanc, vont faire il est possible qu'elle ait des pics de glycémie dans la journée, c'est-à-dire qu'après avoir mangé ces féculents raffinés, ses taux de sucre sanguin montent brutalement, et bien sûr quand les taux de sanguin montent brutalement, ils ont tendance à baisser brutalement. Et cette baisse, qui est bien sûr appelée hypoglycémie, peut entraîner cette sensation de malaise dont Bernadette nous parle. Donc quand on voit les malaises dont elle nous parle, dans notre analyse au début, on pense éventuellement à un problème cardiaque, surtout qu'elle nous dit avoir des palpitations. On pense à l'hypoglycémie, par exemple. On pense à un problème de surrénal ou une infection virale ou bactérienne, mais là, on ne sent pas trop un gros historique de stress ni de maladie dans son historique. Donc là, dans ma tête, je pense plutôt problème cardiaque, elle a un historique d'anémie et de carence en fer ou de l'hypoglycémie. Quand je vois son régime alimentaire, ça me confirme peut-être dans l'hypoglycémie. Pour que l'analyse soit plus précise, il est parfois utile d'avoir des données quantitatives. Donc ce qu'on peut faire quand on lui a demandé un peu plus sur sa journée type au niveau de la diététique, c'est utiliser certains outils qui vont nous dire dans chaque aliment qu'en est-il au niveau protéines, glucides, lipides, vitamines et minéraux. Donc ce qu'on ferait dans le cas de Bernadette, c'est qu'on irait par exemple ici sur le site web du gouvernement canadien et on va rechercher par exemple le bol de riz blanc. Voilà, combien de glucides y a-t-il? Donc ici pour 100 grammes, ils nous disent qu'il va y avoir à peu près 28 grammes de glucides. On ferait pareil avec le plat des nouilles chinoises, le muffin, le jus d'orange, la patate douce, et on se rend compte que cette personne a à peu près 100 grammes de glucides dans la journée, ce qui est beaucoup pour une personne qui est sédentaire. On pourrait aussi, alors si on ne trouve pas exactement les aliments qu'on veut sur le site du gouvernement canadien, on peut aussi aller sur ce site web et là chercher les autres aliments qui nous manquent, qui nous donnent encore plus d'informations. Donc par exemple là ils nous disent dans un verre de jus d'orange pur, nous avons à peu près 9 grammes d'hydrates de carbone, ce qui est beaucoup, bien sûr. Et ensuite, si on veut faire la même estimation par rapport aux vitamines et aux minéraux, on peut encore une fois aller sur le site du gouvernement Canada qui nous montre pour chaque vitamine, donc ça c'est juste une partie que je vous montre ici, et pour chaque groupe d'âge, nourrisson, enfant, homme ou femme adulte, quel est l'apport journalier recommandé. Donc là, vous voyez les abréviations, elles sont bien expliquées sur leur site pour avoir une idée. Pour cette femme, combien de fer, par exemple, a-t-elle besoin d'avoir? Et on regarde dans son alimentation qu'il ne comprend pas beaucoup de viande rouge, par exemple, qu'elle est peut-être carencée en fer. Donc, le site du gouvernement Canada fait ça pour les vitamines et les minéraux. Il y a aussi plein d'autres programmes informatiques pour la nutrition qui nous aident à faire ces calculs de façon plus simple. Mais en gros, si on voit que l'apport en glucides est supérieur, je dirais, à 50 grammes pour une personne avec ce genre de symptômes et qui est relativement sédentaire, on peut s'attendre à un problème de glycémie. Pareil, une carence en fer chez une personne qui a déjà eu cet historique et qui a certains symptômes d'une carence en fer, faire le calcul peut s'avérer utile. Donc c'est vraiment une addition toute simple. Pour la faire, il faut simplement être sûr d'avoir eu la journée type au niveau alimentaire de nos patients. C'est les seules informations dont on a besoin pour ensuite utiliser ces outils et faire l'addition finale pour l'apport journalier. Donc pour Bernadette, on se dit, bon voilà, il y a sûrement trop de féculents, elle mange trop de féculents raffinés dans la journée, elle a sûrement des pics d'hyper et d'hypoglycémie et donc des malaises. On peut lui suggérer l'utilisation éventuellement d'un glucomètre, ce qui se trouve en pharmacie, où il faut simplement se piquer le doigt le matin au réveil et après les repas pour voir ce qui se passe au niveau de la glycémie et est-ce que c'est la glycémie qui est responsable de ces malaises. Bien sûr, ces malaises peuvent aussi être des malaises vagos qui sont créés par les ballonnements, c'est-à-dire elle est ballonnée, il y a beaucoup de gaz qui s'accumulent dans son abdomen dans l'après-midi, et donc ça appuie sur le diaphragme et beaucoup de personnes commencent à ressentir une sensation de panique et de malaise. Les ballonnements presque toujours sont dus à une intolérance alimentaire ou une dysbiose. Comme elle évite déjà le gluten, ce qui serait le principal élément d'intolérance chez cette personne, je pense plutôt à une dysbiose, c'est-à-dire à un déséquilibre de la flore intestinale, probablement parce qu'elle mange beaucoup trop de féculents dans son alimentation et les féculents nourrissent très très bien les bactéries. Je pense fortement à une carence en fer qui se greffe sûrement à l'hypoglycémie pour contribuer à ces malaises.
Pourquoi? Parce que d'abord, elle a un historique de carence en fer, mais aussi elle nous dit avoir une fatigue à l'effort, une perte de cheveux récente et des palpitations, ce qui sont bien sûr 3 symptômes importants d'une anémie qui peut être due à une carence en fer. Donc voilà mon analyse, j'ai fait tout ça dans ma tête. Maintenant, dans la dernière partie de notre première consultation, on va faire des recommandations à Bernadette. Donc déjà, on lui explique pourquoi on pense qu'elle a une carence en fer. Donc il faut qu'elle aille faire une prise de sang chez son généraliste et qu'elle revienne avec les résultats. Ensuite, même sans la prise de sang ou sans le glucomètre, on peut quand même déjà lui dire d'améliorer son alimentation sur la base du fait qu'on pense qu'elle a simplement trop de féculents raffinés et donc une glycémie instable. Alors là, à ce moment, c'est ce qu'on essaye de faire, bien sûr, c'est de garder le moins possible toucher son régime alimentaire, mais quand même le petit déjeuner, là j'ai dû faire de gros changements avec elle. On l'a passé à un porridge d'avoine complète avec lait d'amande et oléagineuse. J'ai pas osé rajouter des laitages parce qu'elle en mangeait déjà pas beaucoup. Et j'avais peur que ça contribue au ballonnement. Ensuite, on lui a dit de réduire sa consommation sa portion de riz blanc au déjeuner de 70% et d'augmenter la portion de poulet, de légumes verts et de rajouter plus de graisse saine, c'est-à-dire par exemple de cuire ses légumes verts ou son poulet dans plus d'huile d'olive, voire de beurre bio. Comme snack, alors là, le muffin est à proscrire. Plutôt un petit yaourt grec, ça fait un petit peu de laitage. Le yaourt grec a pas mal de graisse saine et donc on n'est pas uniquement dans un yaourt avec plein de sucre ajouté, donc c'est bien. Ou éventuellement un œuf dur comme protéine. Ou si son café de l'après-midi lui manque vraiment, on essaye de se rapprocher de ça avec une poudre protéinée au chocolat sucré au stevia avec du lait d'amande. Donc ça c'est parce que des fois quand on fait des changements trop radicaux, les patients ne nous suivent pas. Et au dîner, ça peut rester tout pareil, mais je réduirai sa patate douce de moitié. Et encore une fois, pour compenser, je rajouterai du gras, c'est-à-dire huile d'olive, beurre, un avocat, etc., tout en continuant le sans gluten. Donc quand même des recommandations relativement basiques après cette première visite. Voilà Bernadette qui revient 3 semaines plus tard. Elle a bien réussi à suivre les recommandations diététiques et elle se rend compte que maintenant ses malaises n'ont été qu'une fois par semaine dans l'après-midi et donc 3 fois depuis la dernière fois qu'on l'a vue, alors qu'avant c'était quasiment tous les jours. Et elle se rend compte que les malaises sont aussi beaucoup moins intenses. Donc elle est quand même assez satisfaite. Ses niveaux d'énergie sont meilleurs. Euh, Ses ballonnements ont beaucoup diminué, mais ils restent quand même encore assez présents, surtout en fin de journée. Mais heureusement, elle n'a pas eu à prendre de l'oméprazole. Et les règles ont été encore plus abondantes que d'habitude et douloureuses. Alors souvent, ce qui se passe, c'est quand on va changer la diététique de quelqu'un pour quelque chose de plus sain, ce qui va se passer, c'est qu'une légère détox va s'opérer. Et donc souvent, les premières règles après ce changement diététique vont être plus pénibles. Parce qu'un des émonctoires du corps, ça peut être bien sûr le flot menstruel. Donc il faut rassurer leurs patients que vraisemblablement, s'ils continuent comme ça, les prochaines règles devraient déjà s'améliorer un peu. Bien sûr, cette personne a des myomes, un historique de règles abondantes, donc l'abondance des règles ne va probablement pas changer avec la diététique, mais les douleurs et la fatigue occasionnées, ça sûrement. Le fait qu'elle ait encore des ballonnements et des malaises, moi maintenant je pense que c'est plus trop un problème de glycémie vu qu'elle a fait son nouveau régime de façon très disciplinée, mais plutôt qu'une dysbiose s'était installée, donc il va falloir régler ça pour qu'il y ait moins de gaz et donc moins d'appui sur le diaphragme qui aurait tendance à entraîner ces malaises. Et bien sûr, l'autre facteur contribuant au malaise, c'est ce qu'on pense être la carence en fer. Alors, elle nous montre ses résultats sanguins. Effectivement, son hémoglobine est très basse, donc elle est déjà anémiée. Ses hématies, pourtant, ne sont pas encore trop basses, mais il y a des changements mineurs au niveau des hématies, c'est-à-dire à la microscopie faite en laboratoire, ce qui a tendance à indiquer une carence en fer ou en vitamine B12. Ces taux de vitamine B12 pourtant ne sont pas très bas, mais le fer sanguin est vraiment trop bas, avec une ferritine encore dans la norme, mais vraiment trop basse. Et le fer, on veut le faire remonter plutôt à 40-50. De façon intéressante, son folate est aussi assez bas, ce qui indique soit un problème d'absorption des légumes qu'elle mange, ou qu'il faudra encore augmenter un petit peu ses légumes. Bien que je pense que corriger la digestion, notamment cette dysbiose, devrait améliorer l'absorption de ces différents nutriments. Donc au suivi, après avoir entendu ce qu'elle nous a dit et vu ses résultats d'analyse, on lui dit très bien, continuez le régime alimentaire réduit en féculents, mais rajoutez de la viande rouge au moins 3 fois par semaine pour aider les taux de fer. Et moi, je rajouterai de toute façon un supplément de fer 2 fois par jour pendant 2 mois
avant de retester les niveaux de fer, parce que bien sûr, un supplément de fer pris sur trop longtemps peut devenir toxique. Donc, si on leur donne un supplément de fer et pas uniquement de la diététique, il va falloir retester les niveaux dans 2 à 3 mois. Ensuite, on lui donne de la berbérine, 500 mg 2 fois par jour, pour essayer de se débarrasser de certaines bactéries inopportunes dans l'intestin. Et en soutien pour le foie, un supplément aux herbes basiques, pissenlit, chardon-marie, notamment parce que ses règles étaient plus désagréables, donc je pense tout de suite à une surcharge hépatique pendant la détox, donc je veux améliorer ça pour elle. Bien sûr, des probiotiques pour essayer de repeupler avec des bonnes bactéries. On lui dit que si ça ne s'améliore pas, d'ici 2 à 3 suivis, éventuellement un test de sel ou un test de SIBO, c'est-à-dire une croissance importante de bactéries au niveau de l'intestin grêle serait peut-être à mesurer. Et pour, bien sûr, ces règles sont aussi très abondantes, ce qui va donc être une grosse perte de sang, et donc ça va contribuer à la carence en fer. Donc on va utiliser des plantes astringentes. Ici j'ai utilisé Capsella achillea pour essayer d'assécher un petit peu le flot menstruel. Parfois j'utilise aussi un extrait de cannelle en gélule pendant les règles, ce qui a le mérite de vraiment réduire le flot menstruel le temps que les taux de fer remontent. Donc dans le cas de Bernadette, en fait, ça a été relativement simple de régler le problème des malaises une fois que la carence en fer a été réglée. Ça a par contre pris bien plus longtemps pour que les ballonnements disparaissent complètement et de régler le problème de la dysbiose, ce qui peut être effectivement très têtu. Passons maintenant à un autre cas clinique, celui d'Annie. Elle a 45 ans, elle a beaucoup de ballonnements et elle va avoir des selles 4 fois par semaine, c'est-à-dire elle est plutôt constipée avec parfois des brûlures d'estomac. Tout ça depuis 2 ans. Elle prend de l'oméprazole de façon occasionnelle. C'est extrêmement commun dans le cabinet naturopathique, donc c'est toujours bien posé de cette question. Annie, elle est plutôt stressée, elle a un travail très prenant, elle est assez carriériste, elle a des appels professionnels le soir, donc elle ne déconnecte pas vraiment du travail jusqu'à 10h du soir. Et en plus, à la maison, elle a 3 enfants en bas âge, elle se met beaucoup de pression pour être une super maman, une super employée. Du mal à ralentir, c'est ce qu'elle nous dit, donc elle fait pas mal de yoga pour essayer d'être un peu plus zen. Et heureusement, elle fait déjà de la méditation et elle a des taux d'énergie plutôt bons. Alors, Annie, qu'est-ce qu'elle mange? Le matin, assez typique, croissant, café au lait, fruits. Ensuite, à midi, elle va au resto qui est à côté de son bureau, donc elle prend une grosse salade composée avec poulet, saumon et légumes grillés, ou alors une soupe chinoise avec des nouilles. De temps en temps, elle va au restaurant français ou italien, et là, elle aime bien la corbeille à pain et le dessert. L'après-midi, comme elle sent une petite baisse, elle boit un bon café noir et quelques petits biscuits. Et à la maison, elle mange son dîner qui va être beefsteak, légumes verts, pommes de terre, ou pâtes, poulet, légumes, ou éventuellement quiche et salade. Elle boit un verre de vin par jour et séparé en semaine ou le week-end. Dans sa révision des systèmes, elle nous dit avoir des crampes musculaires assez souvent la nuit. Et dans son historique médical, le plus intéressant est le fait qu'elle a une historique de dépression il y a 10 ans et qui a été médicamentée pendant 1 an, mais que maintenant et depuis ça va vraiment plutôt bien. Et en fait, elle nous paraît être une personne assez solide au niveau moral, qui aurait plutôt tendance à l'anxiété plutôt qu'à la dépression. Dans notre analyse, on voit tout de suite que c'est une personne stressée, avec une surcharge en adrénaline, ce qui fait qu'elle a des insomnies, du mal à s'endormir, ça contribue sans doute aux brûlures d'estomac. Et les crampes musculaires et les insomnies, c'est sûrement aussi une carence en magnésium. On est très rapidement carencé en magnésium dans les situations de stress de la vie moderne. Et en plus, le problème, c'est qu'elle est très stressée. On sent que sa digestion est vraiment pas au top avec ses brûlures d'estomac et cette tendance à la constipation. Mais hélas, elle a une alimentation vraiment occidentale classique avec beaucoup d'intolérance alimentaire potentielle. C'est-à-dire avec ses niveaux de stress et sa digestion légèrement détraquée, il faudra vraiment qu'elle allège sa nutrition de façon importante pour que sa digestion s'améliore, ce qui est en fin de compte son goal le plus important. Donc voilà l'analyse. Chez Annie, il n'y a pas de test sanguin vraiment recommandé. La carence en magnésium, on ne la détectera pas sur un test sanguin. Pour ça, il faudrait faire un test plus avancé. Donc déjà, on peut lui faire part de notre stratégie de traitement. Alors déjà, absolument changer la diététique. Comme elle est déjà bien stressée, on veut réduire la caféine au maximum parce qu'elle a déjà beaucoup d'adrénaline, donc on ne veut pas booster l'adrénaline encore plus avec la caféine. Et bien sûr, on lui dit d'éliminer complètement le gluten, ce qui est presque toujours la cause d'une grande partie des problèmes digestifs chez les personnes qui ont une alimentation très normale, si on peut dire.
Donc là, encore une fois, on a essayé de modifier son alimentation de façon relativement cohérente avec ses habitudes actuelles. Donc maintenant, on lui a dit de remplacer son croissant par un croissant ou un pain sans gluten. Elle garde le fruit et maintenant, elle peut garder son café, sauf qu'on lui dit de faire un café peut-être moins fort ou de passer au thé si on la sent partante. Et là, on lui dit de remplacer son café au lait typique par du lait de coco ou du lait d'amande. Donc là, je pense à son système digestif. J'essaye d'éviter que le lactose du lait normal aille nourrir tout un tas de mauvaises bactéries dans l'intestin. Donc on essaie de passer à un lait qui a une plus grosse teneur en gras ou en protéines, c'est-à-dire lait de coco ou lait d'amande. Ensuite, elle peut garder sa salade composée, poulet, saumon, légumes grillés. Elle peut garder la soupe chinoise avec nouilles, tant que c'est des nouilles de riz et pas des nouilles jaunes de gluten. Et par contre, si elle va au restaurant français ou italien, de faire plutôt beefsteak, légumes, pommes de terre que la corbeille à pain et les desserts, en tout cas pendant quelques semaines. L'en-cas de l'après-midi, elle peut garder le modèle boisson chaude biscuit, mais on lui dit de passer à une tisane ou au moins un café décaféiné, encore une fois, pour aider avec les insomnies. Et des biscuits, cette fois-ci sans gluten. Et on ne touche pas trop au dîner. J'ai enlevé la quiche parce que ça contient beaucoup d'œufs. Et dans ma tête, les œufs, les laitages, les gluten et le soja, ce sont les 4 aliments qui ont le plus tendance à créer des intolérances. Et vraiment, 80% des gens, une fois qu'on réduit un de ces éléments dans leur alimentation, au bout de quelques semaines, se sentent déjà beaucoup mieux. On lui dit de continuer son yoga, peut-être de faire un peu plus de méditation au coucher. On recommande du glycinate de magnésium, c'est-à-dire la forme de magnésium la plus calmante pour les anxieux en carence de magnésium, 200 mg au coucher. Moi, je lui ai recommandé du carnosine de zinc ou une tisane de marshmallow, donc la plante médicinale, pas celui qu'on mange au barbecue, entre les repas. Donc ça, c'est pour assainir et protéger la muqueuse gastrique pour qu'elle se répare maintenant qu'on va avoir réduit stress, caféine et enlevé les intolérances alimentaires. Et un petit probiotique. Voilà Annie qui revient 3 semaines plus tard pour le suivi. Donc quand je leur donne un changement alimentaire important, je veux toujours les revoir 3 semaines plus tard. Parce qu'au bout de 3 semaines, c'est assez pour voir si notre intervention a marché. Donc un changement diététique, ça ne fonctionne pas du jour au lendemain. Il faut laisser au moins 10 jours, plutôt 15 jours, 3 semaines. Comme ça, si au bout de 3 semaines ça n'a pas marché, ça ne sert à rien qu'ils continuent à s'escrimer à faire un truc difficile. Et aussi parce que si ça a marché, on veut les encourager dans cette voie. Parce que faire des gros changements alimentaires, bien sûr, c'est difficile. Donc Annie, elle a été super disciplinée, elle a bien réduit le gluten et en gros, sa digestion va beaucoup mieux. Et le problème de constipation est quasiment fini. Elle va pratiquement à la selle tous les jours. Le magnésium, bien sûr, ça marche très très vite. Au bout d'une ou deux nuits, déjà plus de crampes musculaires, super. Par contre, les insomnies pas complètement résolues. En général, les insomnies, c'est pas facile à régler. Le fait que ça soit amélioré de 50%, moi, je suis déjà bien contente. Bien sûr, le temps que son profil d'adrénaline se rectifie et que les insomnies se règlent totalement, ça peut prendre quelques mois. Et aussi, très souvent, s'il y a des problèmes digestifs, il faut d'abord régler la digestion pour que l'insomnie s'améliore. Donc pour soutenir la digestion, quelques enzymes digestives au repas. Si elle a l'impression que sur les 2 semaines qui viennent avec le sans gluten, les ballonnements ne s'améliorent toujours pas, alors là je recommanderais encore 2 semaines de régime hypoallergénique, c'est-à-dire pas de laitage, pas de gluten, pas de sucre, enfin beaucoup plus strict, vraiment un régime détox pour voir si ça vient à bout des problèmes digestifs. Euh, Au coucher, peut-être ajouter L-théanine, fleur de passion, valériane, donc un petit peu plus pour soutenir le sommeil. Et sans gluten, encore 3 mois, le temps que la flore intestinale se rétablisse, que tout le système se calme. Et à ce moment-là, je lui dirais de reprendre le gluten de façon plus modérée et de voir si sa digestion se porte quand même bien. En gros, Annie, ça s'est très bien passé pendant longtemps, plusieurs mois, jusqu'à ce qu'elle ait une grosse période de stress au travail, avec beaucoup de voyages qui ont fait qu'elle a repris beaucoup le café, une alimentation pas terrible à l'hôtel et dans les avions. Et donc, on a dû recommencer à la case départ dès son retour. Mais bon, c'est la nature du travail. Les gens vont avoir certaines tendances et habitudes. On va pouvoir les modifier sur le long terme, mais parfois, ils font des rechutes, surtout dans la première année de leur traitement naturopathique. On passe au troisième cas clinique. Voilà Anaïs qui a 35 ans, elle a des difficultés à perdre du poids. Elle a 20 kg de plus qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire elle pèse maintenant 80 kg pour 1,65 m. Ses règles sont irrégulières, toutes les 6 à 8 semaines. Elle sait qu'elle a des kystes aux ovaires depuis son échographie pelvienne. Elle perd des cheveux. Super sportive, 4 fois par semaine, du yoga intense.
Au niveau contexte, elle est fatiguée. Elle se réveille fatiguée, elle dort mal, elle est stressée, 9 sur 10 de stress au travail. C'est une personne très végétarienne parce qu'elle est d'origine indienne. Et donc, au petit déjeuner, toast confiture, thé au lait sans sucre, elle me dit très fièrement sans sucre. Restaurant indien à midi avec des chapatis à base de blé, des lentilles et des légumes. Elle mange un encas dans l'après-midi au bureau, en gros biscuits et chocolat au lait. Et au dîner, une salade où elle rajoute un œuf dur ou alors des pâtes. Et elle n'a pas trop le temps de cuisiner le soir. À la révision des systèmes, on sait qu'elle a de l'acné avant les règles, un gros historique familial de diabète. Bien qu'elle fasse du yoga Bikram depuis longtemps, elle se sent de plus en plus fatiguée à l'effort et elle a remarqué une poussée de poils au niveau du visage et des bras qui lui déplaît et elle a fait un traitement laser pour ça, donc de l'hirsutisme. Donc voilà une personne en surpoids qui en plus a plusieurs symptômes hormonaux qui nous font bien sûr tout de suite penser à un syndrome des ovaires polykystiques. Bizarrement, son gynécologue lui en avait pas trop parlé alors qu'elle a vraiment le type classique, c'est-à-dire surpoids, acné, hirsutisme, règles irrégulières, kyste aux ovaires. Ça, c'est vraiment le classique du syndrome des ovaires polykystiques, qui est en gros une forme de diabète. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr réduire les féculents au maximum dans l'alimentation. Et cette personne étant végétarienne, quand on fait l'analyse de sa diététique avec les sites web que je vous ai montrés auparavant du gouvernement Canada et autres, on se rend compte qu'elle a trop de féculents, c'est-à-dire qu'elle a 120 grammes de féculents par jour, elle a très peu de protéines par jour. Ce qu'on veut au niveau protéines, c'est 0,8 à 1 gramme par kilogramme de masse corporelle par jour. Donc pour elle, il lui faudrait au moins 50 grammes de protéines journalières. Elle a à peu près un tiers de ça. Et tout de suite, chez les végétariens, on pense potentiellement à une carence en fer et de vitamine B12, qui est très très commun. Surtout que cette personne nous dit se sentir de plus en plus fatiguée à l'effort. Donc on va vouloir voir quels sont ses taux de fer. Donc à la fin de la première consultation, on lui dit d'aller faire une prise de sang pour fer, vitamine B12, folate et vitamine D. On lui dit bien sûr de réduire les féculents en augmentant protéines et graisses alimentaires, d'essayer de faire un petit peu de relaxation, mais je dois dire que pour le moment avec cette personne, c'est pas ma priorité. Son but principal à elle, c'est de perdre du poids. Moi, mon but principal, c'est qu'elle perde du poids en rétablissant une bonne glycémie et donc en améliorant ses ovaires polykystiques. Donc, bien qu'elle soit stressée, je ne mets pas trop d'emphase là-dessus. J'essaie de garder une diététique pas trop différente de ce qu'elle a actuellement. Donc on change le petit déjeuner à un œuf plus thé sans lait, parce que le lait c'est du lactose et donc du sucre. Et un œuf c'est parce qu'elle est végétarienne, mais heureusement elle mange quand même des œufs. Donc ça lui fait une protéine facile à prendre le matin. Au resto indien, je lui garde lentilles et légumes et je rajoute un petit yaourt grec à la place des chapatis. Donc d'habitude j'essaie de pas trop rajouter de laitage. Mais c'est une personne carencée en protéines, il faut bien dire que les laitages fermentés restent une bonne source de protéines. Une autre option aurait pu être un petit yaourt à base de soja. Alors le snack, on le change complètement avec avocat ou éventuellement une poudre protéinée faite avec du lait de coconut, parce que j'essaye encore une fois de trouver une source de protéines. Et son dîner reste similaire, mais on rajoute de l'huile d'olive, parce que comme je lui fais baisser beaucoup les féculents, si on ne rajoute pas du gras, du bon gras, elle va avoir très faim avec des baisses de glycémie, des fringales et donc encore plus de sucreries dans sa journée. Elle va faire ses résultats d'analyse que voici. En gros, elle est presque anémie avec une hémoglobine à 11, un fer sanguin beaucoup trop bas, ferritine à 7, donc vraiment une carence en fer. Heureusement, vitamine B12 est plutôt bonne malgré son végétarianisme. Folate, plutôt bien, mais une carence en vitamine D. Vitamine D, bien sûr, est importante comme modulateur hormonal. Donc, chez une personne qui a sûrement les ovaires polykystiques, on veut rétablir des taux de vitamine D adéquats, soit par une exposition au soleil ou un supplément. Donc, voilà nos recommandations. Et elle revient pour le suivi. Le problème, c'est qu'Anaïs a beaucoup de difficultés à suivre le régime. Alors, elle l'a que fait à peu près à 50%, ce qui m'étonne pas trop vu que, hélas, j'avais pas réussi à faire un régime qui se rapproche beaucoup de son régime antécédent, simplement parce qu'il y avait vraiment beaucoup de carences et de changements à faire. Elle dit se sentir un peu moins ballonnée, faire moins de rétention d'eau, se sentir plus mince dans ses habits, même si le poids sur la balance n'a pas bougé et il n'y a pas d'autres changements majeurs. Donc tout ça, c'est pas étonnant et c'est un peu le but du suivi. Alors le suivi, ça va être d'abord essayer de travailler avec elle sur les plus grosses difficultés du régime. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour elle?
Et bien sûr, le suivi va aussi servir à gérer les attentes de la patiente. Une personne qui a 20 kilos en trop, qui a des règles irrégulières, qui a de l'acné, qui a de l'hirsutisme, ça veut dire un profond déséquilibre métabolique qui est déjà bien installé. Pour perdre 20 kilos, même si la personne perd relativement rapidement à raison, on va dire, de 1 kilo par semaine, ça va quand même prendre du temps, ça va bien prendre 6 mois pour perdre ce poids. Et aussi, si elle ne fait que les recommandations à 50% diététiques, forcément la perte de poids va être encore plus lente. Donc il faut éduquer le patient par rapport à tout ça et lui dire que ce sera un gros travail. Pour corriger les carences, alors encore une fois, glycinate de magnésium au coucher parce qu'elle dort mal et elle est stressée, du fer bien sûr à cause de sa carence et retester 2 mois plus tard les taux sanguins. Vitamine D 5000 unités par jour pendant 2 mois et encore une fois retester dans 2 mois. Et je lui donne quand même un petit boost de vitamine 12 juste pour augmenter légèrement ses taux. Cette personne, je voudrais sûrement la revoir dans encore 3 à 4 semaines, donc relativement tôt, parce que je vois bien que ça va être assez difficile avec elle. Et je pense que c'est potentiellement le genre de patient où il faudrait aussi soutenir la glycémie un peu plus, avec par exemple de la berbérine, de la cannelle, momordica, donc le melon amer, gymnema, chromium. Donc il y aura encore beaucoup de travail avec elle à faire, mais en gros, le suivi ressemble à ça. Donc voilà le sommaire de notre présentation. On a parlé des bonnes questions à poser aux patients lors de la première consultation et bien sûr des suivis, et être vraiment présent avec une écoute attentive pour rassembler toutes les pièces du puzzle nécessaires. Donc on ne veut pas uniquement se concentrer sur les symptômes principaux, mais bien sûr sur le contexte, c'est-à-dire on se souvient niveau d'énergie, sommeil, stress bien sûr et diététique. Dans la diététique, on ne se contente pas de questions générales, on veut vraiment un examen détaillé de la journée type et faire les modifications qui vont quand même ressembler le plus possible au contexte diététique du patient. Par exemple, si c'est une personne végétarienne, on ne va pas leur recommander un gros beefsteak pour remonter leur taux de fer. Il va falloir travailler autrement. Et se rappeler que parfois, il va falloir recommander des analyses sanguines pour identifier des carences pour que la personne se sente mieux. Voilà, j'espère que cette présentation a été utile et elle se termine ici en vous souhaitant à tous une bonne journée.